Ce qui est extraordinaire avec le sport de haut niveau, ça colle beaucoup avec l'entreprise. C'est le principe de ton podcast. C'est qu'il y a énormément de valeurs en commun. On ne peut pas y aller tout seul. Pogacar peut être le meilleur du monde. Si Il n'a pas une équipe derrière. on n'a pas l'équipe derrière, on peut y arriver. Et nous, c'est pareil. Aujourd'hui, tu nous interviews, mais on est 50 personnes. Là, en ce moment, on a une trentaine de personnes en production qui, tous les jours, sont en train de satisfaire donc, toutes les commandes qui nous arrivent pour que tout le monde ait son couteau de Joe sous le sapin. Et donc, voilà, on a des commerciaux qui sillonnent les routes de France. On a des agents, je sais pas, on doit avoir aujourd'hui 80 agents aux États-Unis qui sont en train de démarcher plein de points de vente un peu partout. Donc oui, c'est une équipe. Imaginez un instant que le monde de l'entreprise soit un terrain de sport. Les objectifs sont vos lignes d'arrivée, les concurrents vos adversaires et chaque jour est une nouvelle compétition. Cette analogie n'est pas un hasard, elle est au cœur de l'entrepreneuriat. C'est du sport, le podcast numéro 1 qui dévoile les parallèles entre ces deux univers. Dans chaque épisode, plongez au cœur des conversations avec ceux qui excellent dans leur monde. Des entrepreneurs visionnaires, des légendes du sport, en passant par des leaders inspirants, chaque invité partage bien plus que des succès. Ils vous livrent leurs doutes, leurs stratégies et leurs moments de vérité. Bienvenue dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, deux invités qui vont nous parler de coutellerie, Stéphane Lebeau et Luc Fouin. Bonjour Stéphane et Luc. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Merci d'être parmi nous. Donc, je le disais, vous êtes dans la coutellerie, vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Dijo. Bien entendu, je mettrai les liens comme d'habitude, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'ils font. C'est assez différent de ce qu'on peut croire. En tout cas, moi, j'aime bien. À tel point que, je ne sais pas si mon fils va écouter le podcast, mais je lui offre un couteau pour bientôt un événement parce qu'il va partir en randonnée dans les Pyrénées et je me suis dit que ça serait un beau cadeau et on va pouvoir aller dans le détail de ce qu'on peut faire avec Dijo. On peut les personnaliser, c'est ça qui m'a bien plu. Mais pour commencer, Stéphane et Luc, j'aimerais savoir, ça fait 2010 la création de Dijo. J'aimerais savoir comment vous en êtes arrivés à entreprendre et entreprendre dans la coutellerie. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes associés dans cette aventure et que vous avez choisi ce secteur d'activité? Je ne sais pas qui veut commencer. En fait, la vraie création de la boîte, c'est 1995. Donc, nous fêtons nos 30 ans cette année. On a toujours été entrepreneurs dans l'âme, on s'est connus sur les bancs de l'école, que ça soit, en 1992 où on était en stage, à New York, on avait vu qu'ils vendaient des cravates dans la rue, on pouvait en acheter 3 pour 5 $. On était comme des fous, on s'est dit: «On va faire fortune dans la cravate». On est rentré, on s'est vite rendu compte que la cravate n'était pas le meilleur, la meilleure idée, et cetera, et cetera. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de projets sur les bancs de l'école de commerce. Moi, je me rappelle aussi, il y en avait un qui s'appelait Coup de pouce à l'époque. Je me rappelle qu'il y avait pas mal d'entreprises qui avaient besoin de faire des animations ventes dans les magasins. Et donc, nous, on était étudiants, donc on faisait ce genre de truc pour gagner un peu des sous. Et on s'était dit, pourquoi pas essayer de faire une plateforme qui mettrait en relation des entreprises avec des étudiants. Bref, en tout cas, c'est quelque chose qui, enfin, la volonté d'entreprendre, c'est quelque chose qui était présent depuis longtemps dans le cadre des études et dans notre complicité à tous les deux. Voilà, et moi, en 95, je fais partie d'une génération où il fallait encore faire son service militaire et tu pouvais échapper à ce service militaire si tu étais, volontaire pour faire un service en entreprise, un VIE, donc à l'étranger. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque, les places étaient chères et rudes et j'ai réussi à partir et j'ai représenté les sociétés coutelières, de coutelières, donc de tiers, en Angleterre. J'étais donc, leur responsable export, sur ces zones et c'est comme ça qu'est né le début et l'envie de se lancer dans la coutellerie. Donc j'ai rappelé Luc, j'ai dit: «Voilà, il faut qu'on fasse quelque chose» et on a commencé à faire du négoce, en fait, tout simplement. On achetait nos produits et on les revendait. Et au départ, on s'est beaucoup intéressé en fait à essayer d'apporter ce couteau qui était essentiellement présent à l'époque en armurerie, coutellerie et un petit peu aussi dans des magasins d'outdoor. Et on a essayé justement de couvrir un panel le plus large possible en imaginant toutes sortes de couteaux qui pourraient correspondre à tout type de besoin. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire un couteau mousquetonnable qui permettait d'être accroché sur un mousqueton pour les gens qui font de l'escalade. On a fait un couteau qui flotte, qui était en liège pour les pêcheurs ou ceux qui font du bateau. Et comme C'est la meilleure idée, hein. c'était pas la meilleure idée forcément, mais bon, donc voilà, parce que c'était des marchés de niche. Stéphane, lui, il adore aller aux champignons, donc il a dit: «Ah, moi, je veux me faire un couteau pour aller aux champignons». Et donc voilà. Et puis alors, d'innovation en idée, de temps en temps, on a quand même réussi à convaincre quelques acheteurs. Donc le couteau à champignons, il a fini
par exemple, sur les étalages de nature à découverte. Notre couteau mousquetonnable, il a quand même pas mal intéressé des gens dans une enseigne comme le Vieux Campeur. Et comme ça, petit à petit, on a fait notre petit bonhomme de chemin et on a installé. Donc voilà, on a commencé à commercialiser nos couteaux un peu partout. En France, aussi très vite à l'étranger, parce que tous les deux, on avait des profils internationaux. Voilà, on a vécu aux États-Unis. On a toujours été très intéressés par cette dimension internationale du commerce. Et donc de fil en aiguille, on a fait des salons en Allemagne. Donc du coup, on est devenu très présent sur le marché allemand. Moi, je parle allemand couramment. Je parle anglais aussi, tous les deux. Stéphane parle un peu espagnol, même beaucoup. Et donc voilà, ça s'est développé et ça s'est installé un petit peu comme ça, petit à petit. Ouais, le but, c'était de faire des produits pas chiants, en fait, parce que le couteau, c'est un peu ringard, un peu chiant, et donc nous, on arrivait avec nos idées qui étaient pas forcément, les meilleures, mais enfin, elles étaient un peu drôles et décalées et on a pu implanter le couteau dans des réseaux qui n'étaient pas les réseaux traditionnels. On a fait un pas de côté. On avait les couteliers, qui avaient leur réseau traditionnel et nous, on était souvent un petit peu à part, et c'est ce qui nous a permis de développer notre propre, je dirais, notre propre savoir-faire là-dessus. Et ça, on a fait ça depuis 95 jusqu'à 2010 et on Sous la marque historique de la société qui s'appelle Baladéo, donc comme une balade avec un O à la fin. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et dans le cadre de Baladéo, on est en 2010 et il y a Stéphane qui, à un moment, me dit Luc, je sens qu'il y a une vraie tendance de fond sur la marche ultra légère, sur la légèreté. Et donc, j'ai envie de faire un couteau qui soit ultra léger parce que ça fait du sens quand on fait de la rando, quand on fait de l'alpinisme. Moins on porte, plus on porte loin, plus c'est agréable. Et donc, Stéphane se met sur sa table à dessin et donc commence à dessiner. Moi, d'ailleurs, je suis pas hyper convaincu au début et je lui dis écoute, on a peut-être mieux à faire. c'est encore un couteau qui flotte, c'est la niche de la niche, on perd notre temps. Voilà, et là, je suis un peu sceptique, mais bon, il est obstiné, ça l'intéresse et donc et bah, il va dessiner, de fil en aiguille, donc on va avoir des premiers prototypes et comme l'obsession, c'est le poids. Alors, dans son cahier des charges au départ, il se dit: «Je vais dessiner un couteau, il va pas être léger parce qu'il est petit, il va pas être léger parce qu'il est fait avec des matériaux ultra légers, il va être léger parce que je vais le dessiner pour être léger». C'est-à-dire qu'en gros, c'est dans la conception même du couteau, je vais vraiment, m'attacher à faire en sorte que le poids soit réduit à son strict minimum. Mais par contre, avec la volonté de garder le confort d'un couteau de table, en fait, hein. Donc un grand couteau, confortable, facile d'usage, qui puisse vraiment être utilisé dans un contexte quotidien et de randonnée, mais qui soit le plus léger possible. Et au fur et à mesure des protos, bah, quand ça arrive, Steph, il le met sur une balance et puis il le pèse pour savoir, voilà, est-ce qu'on est dans un bon ratio confort, ergonomie, solidité, sécurité et poids? Mmh. Et au bout d'un moment, j'arrive et je prends mon truc, ça fait 34 grammes. Et puis on se gratte la tête, gros service marketing, genre, on se réunit à 2 et on se dit: «Qu'est-ce qu'on on va l'appeler?» «Ah bah, on va l'appeler 34 grammes». Voilà et ensuite on lui a rajouté une plaquette en bois et donc on l'appelait le 37 grammes. Donc ça, voilà, donc c'est comme ça que qu'est venu tous les noms de Didio. Et effectivement, Ils nommés de par leur poids. voilà, chez Didion, on les donne de par leur poids. Et à l'époque, on est, je fais un lien avec, ton podcast. On a un sportif de haut niveau, on va dire, c'est un alpiniste de haut niveau qui s'appelle Konrad Anker, A-N-K-E-R, qui est une légende de l'alpiniste et lui qui a été rechercher des corps, dans l'Everest de personnes qui étaient disparues depuis des années. Il est, C'est un alpiniste professionnel de l'équipe The North Face à l'époque, hein, on est dans les années bref, 2010. Ouais. et puis, il tombe sur notre couteau, il dit: «Votre couteau est génial, c'est juste ce qu'il faut, c'est le couteau qu'il me faut parce que quand je me barre à 5000 mètres d'altitude, là où je sais pas où, le poids est crucial, donc je veux ça et est-ce que, vous pouvez m'en donner un?» Je dis: «Ah bah, bien sûr qu'on va t'en donner un et même un peu plus d'un si tu veux, y a pas de souci» et donc on a sponsorisé Konrad Anker, c'était notre Premier ambassadeur de marque, à l'époque, quand on lance la marque en 2010. Et donc, bah, cette marque, elle va très vite, enfin, voilà, enfin, ce produit, ce couteau, il va très vite, très bien fonctionner. et nous, on avait comme Luc l'avait dit, on avait des distributeurs partout à l'étranger et puis les distributeurs s'intéressaient à nos couteaux qui flottent certes, mais pas que et surtout, ils s'intéressaient à ce couteau ultra léger et puis d'un seul coup, de fil en aiguille, on se rendait compte, bah, on vendait pas que ça, mais enfin surtout ça à l'étranger. Bon, en France, comme on avait un gros réseau, on arrivait à vendre encore pas mal de choses, on vendait tout, on a toujours été en croissance, il n'y avait jamais eu de souci là-dessus. Mais sur ce procédé, mais il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose et on a rencontré un on était sur un salon aux États-Unis, les Américains, on peut leur reprocher plein de choses. Par contre, ils ont un truc qui est génial, c'est que le business, c'est simple. Aux États-Unis, le business, il faut que ça soit simple. Et le monde est trop compliqué et eux simplifient tout ça. Et comment ils nous l'ont simplifié? Ils nous ont dit: «Mais écoute, tu as un super produit, là-bas, il y en a plein autour. Nous, on comprend rien, on est américains. Donc, mais fais un seul produit. Arrête de m'ennuyer avec tous tes trucs. Tu me fais un seul produit et puis on va s'en sortir avec ça».
On a réfléchi un peu, on a dit: «Mais c'est peut-être pas bête ce truc-là, le monde est trop compliqué». Donc c'est là qu'on est en 2013 et on se dit: «Bon, faut sortir ce couteau de cette collection où il y en a d'autres» et on a créé la marque Baladeo. Donc c'est pas une création Didio. d'entreprise, Dido. On a créé la marque Didio. Donc c'est bien à ce moment-là qu'on le fait, mais on reste dans le cadre de notre entreprise. C'est-à-dire qu'on a plusieurs marques, mais on reste avec, on crée cette marque Didio. Et comment on passe, justement de cette idée de couteau de dessin à on fabrique notre propre couteau, on n'est plus seulement distributeur, comment vous avez fait pour, choisir l'acier, les bois, les machines peut-être qui font tout ça? Vous êtes associé à une autre entreprise, comment vous avez démarré tout ça? En fait, à partir du moment où, Didio devient comment dire? Une entité autonome de la société, Coriolis et donc, par rapport à la marque, Baladeo, on a un champ des possibles qui s'ouvre et qui est beaucoup plus vaste et en plus ça intervient à un moment donné où l'entreprise elle a une quinzaine d'années et on a un peu fait le tour avec Stéphane de toutes nos idées de Dio trouve tout, de tout ce qu'on peut faire pour répondre avec des couteaux qui vont répondre à un besoin et là, à un moment donné, dans notre réflexion, dans le positionnement de cette nouvelle marque qu'on va lancer, je dis à Stéphane: «Et si au lieu de vendre ce couteau-là, à des gens qui en ont besoin, on sortait, on élargissait le scope et qu'on vendait des couteaux à des gens qui en auraient envie?» Alors c'est un changement de paradigme total puisque donc là, on n'est plus uniquement en train de s'adresser à des gens qui pratiquent, des activités outdoor, que ce soit de la pêche, de la chasse ou de la randonnée, mais on se dit: «Voilà, on pourrait essayer d'en faire un bel objet». Moi, il se trouve que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les objets, je porte une montre, alors que ça sert à rien une montre en 2025, hein, tu as l'heure sur ton téléphone, sur ton ordinateur, dans ta voiture, tu l'as partout et si tu portes une montre, c'est parce que tu aimes l'objet et tu vas t'y attacher et peut-être qu'il est symbolique de, une réussite ou d'une passion, pour la plongée ou pour, le je ne sais quoi, et donc voilà, donc ça m'interpelle beaucoup ça et donc j'ai envie que les gens n'achètent plus simplement un couteau d'idiot parce qu'ils en auraient besoin, mais aussi éventuellement parce qu'ils en auraient envie. Alors bah, ça c'est bien, mais comment est-ce qu'on va réussir à créer de l'envie? Et c'est là que va venir un petit peu l'idée de proposer non pas juste, ce couteau-là en disant: «Voilà, il existe une collection avec, une dizaine de modèles définis», mais plutôt de proposer aux gens de le configurer et de faire un peu le couteau qui leur ressemble, le couteau dont ils vont avoir envie. Donc, comme on a un grand savoir-faire depuis 15 ans en coutellerie, on sait qu'on est capable de faire des finitions différentes avec un acier qu'on va polir façon polymiroir, donc ça brille comme un miroir. On peut l'anodiser avec des particules de titane et lui donner un côté très mat, donc anodisé titane et puis on peut, pousser cette anodisation au titane à l'extrême et arriver sur une finition qui va être très noire, et donc on arrive à faire ces 3 finitions. En coutellerie, on travaille du bois, on a plein d'essences de bois différentes, des bois clairs, des bois foncés. On peut utiliser des fois des matériaux, comme du G10, on peut utiliser, des matériaux comme de la fibre de carbone, on peut utiliser, pas mal de choses et donc ça nous fait un deuxième élément de personnalisation. Comme le produit avait très bien fonctionné, dans son époque, sous la marque Baladeo, on avait déjà décliné le 37 grammes, on avait fait une réduction homothétique un peu plus petite et donc on avait sorti un 27 grammes. On avait aussi même sorti un 15 grammes, un peu en mode porte-clés, très léger. Donc on avait déjà 3 tailles, 3 finitions possibles, plein de manches possibles et donc on a cette idée-là. Alors, on prend un peu notre bâton de pèlerin. Je sais qu'on va avoir une agence, enfin des agences de communication, sur Paris et on leur dit: «Voilà, on voudrait passer d'un objet qui est un outil qui répond à un besoin d'un certain nombre et on a envie d'en faire un bel objet du quotidien qui serait désiré par le plus grand nombre, un peu comme une montre, un stylo, un briquet, un bel article de maroquinerie». Et donc on pose la question à cette agence de comment on pourrait, le faire dans notre communication et on leur explique notre idée de personnalisation. Et très rapidement, ils vont avoir, voilà, cette agence BETC, Yvan Pekowski et Christophe Clapier, de manière très instinctive, vont voir dans le potentiel de personnalisation justement un élément de différenciation très fort, qui pourrait être mis en avant et qui ferait, cette caractéristique très différente d'un couteau d'idiot par rapport aux autres produits du marché. Et ils vont avoir l'idée d'un configurateur en ligne, voilà, qui emprunte à la technologie du jeu vidéo avec une modélisation en 3D, quelque chose d'assez incroyable. Et donc là, on est en 2013 et donc on va dire banco et on va aller dans cette direction-là. Et dans le fil de nos échanges, avec la volonté d'aller encore plus loin sur les critères de personnalisation, historiquement, un couteau ou même d'autres objets, c'est souvent qu'on va venir graver une petite dédicace ou on va surtout mettre un prénom ou une date. Heu
voilà, parce que c'est emblématique et donc on sait qu'on peut le faire. Donc, ça, c'est une option qu'on souhaite proposer, dans ce configurateur et qu'on propose d'ailleurs. Et puis, mais je me dis: «Est-ce qu'on pourrait pas aller un peu plus loin?» Et à un moment donné, j'ai l'idée de venir couvrir la lame avec, une gravure au laser, qui serait, voilà, qui serait marquée avec des motifs, très couvrants, très présents et donc je présente ça un petit peu en interne, voilà et j'ai un collaborateur qui me dit: «Mais tu sais Luc, c'est pas une gravure, ce que tu es en train de vouloir faire, c'est un tatouage». C'est quelque chose qui donne une identité, forte au produit, un sentiment d'appartenance, et donc si on parle de si on fait un écart de côté et qu'on utilise ce vocabulaire et qu'on va parler plutôt de tatouage, plutôt que de gravure au laser. Gravure au laser, c'est chiant, c'est technique. On va tout de suite comprendre, ce qu'on veut faire et c'est comme ça que va venir l'idée de venir tatouer ses lames et donc on va commencer à et donc BETC va complètement adhérer à l'idée, il va même être, hyper enthousiaste et donc c'est comme ça que va venir cette idée de personnaliser notre couteau, pour, voilà, pour toucher le plus grand nombre et alors cette collection de tatouages, elle va se décliner. Alors il y a des thèmes transversaux, hein, on travaille beaucoup, l'élégance, mais après bon, forcément on fait des tatouages en relation avec, la randonnée, l'escalade. Après moi j'aime le vélo, donc on fait un tatouage sur le vélo, et de fil en aiguille, on a aujourd'hui développé un catalogue qui a pratiquement 200 tatouages. Alors forcément, il y a des choses qui étaient d'actualité il y a 10 ans, qui le sont moins aujourd'hui, des tatouages qui ont disparu, et puis d'autres tatouages qui, eux, sont plus en vogue en ce moment et on en ramène sans arrêt et on va faire évoluer ce catalogue et on va aussi faire varier, sans arrêt des nouveaux manches. On a proposé des manches qui étaient dorées à leur fin, on a proposé des manches en écailles de tortue et cetera et cetera. Et donc, en fait, en résumé, c'est que qu'est-ce qui fait la réussite des DJs? C'est exactement ça se pas de côté. C'est passer d'un produit utilitaire à un produit dont on a envie, qui va raconter une histoire. Il raconte quelle histoire? Il raconte son histoire. Luc a dit qu'il était fan de vélo. Bon, bah, sur son couteau, il y a un vélo, quoi. C'est bête comme chou, mais ça veut dire quelque chose. Tu as offert un couteau à ton fils, je pense qu'il l'a choisi en fonction de ce qu'il aimait bien. Voilà. Le couteau qu'il a choisi, ça sera pas celui que son copain choisira ou que sa copine choisira. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on signe un peu nos campagnes de communication avec une phrase qui dit tout: «À chacun son histoire, à chacun son idiot». C'est exactement ça et j'ai testé du coup en live. Alors je le fais pas avec tous mes invités, mais pour vous, je l'ai fait et ça a été la démarche inverse. J'ai d'abord été chez vous, puis après, je vous ai demandé: «Est-ce que vous voudriez passer dans le podcast?» parce que j'ai adoré et c'est exactement ça. On choisit, son manche, son essence de bois, est-ce que c'est du carbone? On choisit sa taille, on choisit après ce qu'on veut mettre. Ben, moi, c'est pour de la randonnée, donc j'ai mis un profil de montagne, mais il y a du manga, il y a tout ce qu'on veut, et c'est vrai qu'on peut même mettre une petite phrase. Donc moi, j'ai mis une petite phrase pour l'accompagner dans son périple, pyrénéen en randonnée et c'est ça, c'est en fait, c'est pas juste: «Je t'offre un couteau», c'est, j'ai mis une histoire moi aussi derrière. Alors c'est pas lui qui l'a choisi pour le coup, mais c'est moi qui ai mis une histoire que j'offre à mon fils et ça change tout en fait. Exactement et c'est là où ça devient, au-delà de l'outil, un objet personnel et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, ton fils, quand il va recevoir ce couteau-là, il y a déjà une dimension un peu symbolique, c'est papa qui me l'a offert, dans un contexte particulier par rapport à une rando, qu'il doit préparer, pour laquelle il s'entraîne et donc il va s'en servir. À chaque fois qu'il va s'en servir, il y a un petit clin d'œil à papa qui m'a accompagné dans cette balade et par contre, je peux te dire que parce que bon, un couteau d'Idio comme tous les couteaux, hein, la plupart du temps, les gens, ils les cassent pas, ils les usent pas, ils les perdent et ben, si un jour il vient à perdre, son couteau et ben, il va perdre beaucoup plus que juste un outil. Il va perdre un témoignage, un symbole, enfin un souvenir, quelque chose de très fort et d'ailleurs, on a énormément d'anecdotes, sur ce genre de truc. C'est pas rare qu'il y ait des gens qui nous appellent en nous disant voilà, les gens qui peuvent chuchoter au téléphone, qui nous disent: «Ma femme m'a offert un couteau pour notre anniversaire de mariage. Je suis allé aux champignons le week-end dernier, je l'ai paumé. Je vous donne son adresse email, s'il vous plaît, renvoyez-le-moi en boîte postale, exactement le même. Il faut surtout pas qu'elle sache que je l'ai paumé, quoi». Et donc ça, c'est voilà, donc ça montre bien qu'à ce niveau-là, on a gagné notre pari, de faire en sorte que ce bel objet, devienne ouais, soit chargé en émotions avec voilà, qu'il devienne quelque chose de fort et d'intéressant. Est-ce que ça veut dire que si demain, moi, j'ai une entreprise et que je veux offrir, un couteau à tous mes employés, vous pouvez faire aussi des séries limitées avec mon propre dessin que moi je veux mettre sur la lame? Bien sûr, on le fait beaucoup. Alors, on fait très attention à ce qu'on fait parce qu'on veut maintenir la marque à un certain niveau. Donc, on va pas mettre n'importe quoi sur les lames. On se permet de refuser certains projets et on le fait régulièrement. Mais, la garde républicaine de l'Élysée a été équipée. Il y a énormément
de corps d'armée aussi qui se font ce genre de choses et aussi les entreprises qui se font plaisir comme ça et qui le font. Alors ça reste une activité qui est annexe chez nous, hein, bien évidemment, mais on est ravis de le faire et c'est très bien. Et on le fait à partir d'une vingtaine de pièces, donc c'est pas non plus, des quantités astronomiques et mine de rien, aujourd'hui, on a un grand nombre de parcs nationaux aux États-Unis, qui distribuent des couteaux Dijo avec, des motifs qui sont symboliques de cet endroit-là. Stéphane citait effectivement la garde républicaine, donc au niveau d'Élysée. On a aussi équipé, le Charles de Gaulle. Bref, donc il y a eu énormément de très belles opérations, Ralph Lauren, Mmh. plein de marques, ont utilisé notre couteau et donc il y a on a aussi une grande partie parce que donc on fait des couteaux de poche, on en a beaucoup parlé, mais on a aussi une gamme de couteaux de table, et donc on a aussi équipé beaucoup de restaurants, alors principalement des restaurants étoilés parce que, aujourd'hui, c'est des couteaux qui, doivent, elles sont, enfin, ça ne passe pas forcément au lave-vaisselle et demandent un petit peu d'entretien, mais donc oui et va avoir, des très beaux endroits, un peu partout en France et ailleurs, où on va personnaliser à l'enseigne du restaurant par rapport au chef, et c'est très fréquent. Et en fait, ce que j'ai aimé également, il y a 2 choses que j'ai aimé, c'est, d'une part la rapidité parce qu'on pourrait se dire, vu qu'on commande, qu'on personnalise, ça peut prendre du temps, mais le couteau arrive assez vite. Ça, c'est beaucoup de boulot ça. Ça, c'est beaucoup de boulot parce que surtout à Noël, tu bien là en ce moment, on a des très fortes ventes dans des périodes de saisonnalité et ça, c'est Stéphane qui a été, super bon, Non, mais en fait, c'est ça, qui a beaucoup travaillé ça. c'est très bête, c'est que, les machines, elles peuvent pas marcher, 48 heures par jour. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, au mois de juin et au mois de juillet, ben, on bosse pour le mois de décembre, c'est tout. Et donc effectivement, on a toute une partie logistique où, donc, par rapport à on va extrapoler des statistiques et on va essayer de deviner, les combinaisons les plus fréquentes ou les plus importantes qu'il va y avoir. Donc, ces configurations qui sont faites sur notre, site internet nous permettent d'une part de gérer, notre politique de stock pour les ventes en magasin, parce que donc en magasin, on va mettre les 20-80, les 20 des produits qui représentent 80 des ventes, ils vont être disponibles dans une configuration, prédéterminée. Et aussi donc à anticiper des périodes de très forte charge comme Noël, où on va, préassembler des couteaux, pour qu'on n'ait plus qu'à faire les dernières opérations de personnalisation avec les dédicaces, les derniers tatouages, les quelques configurations qui nous auraient échappé au niveau du manche pour être très réactif et effectivement un couteau Dijo, qui est commandé avant midi et généralement expédié le jour même, pour, une livraison, dans les 48 heures, n'importe où en France et 3 jours à 4 jours en Europe ou partout dans le monde. La deuxième chose que j'ai bien aimé, c'est que quand on commande, on reçoit la confirmation de la commande et on a une demi-heure pour changer si jamais, on se dit: «Zut, j'ai oublié quelque chose» et ça, dans ce monde où dès qu'on a appuyé sur le bouton commander, généralement, bah, c'est mort, c'est fait. Là, on a cette possibilité-là et je trouve ça, génial, quoi. Oui, bah, alors c'est surtout génial pour nous, hein, parce que ça nous évite de gérer tous les emmerdes derrière. C'est-à-dire que quand tu as, Oui. Jean-Paul qui te rappelle pour dire: «Ah, tu viens c'est pas j'ai pas écrit Jean-Paul avec 2 P, vous allez pas me graver ça?» Eh beh, je dis: «Bah, oui, mais c'est parti sur les machines mon Jean-Paul, qu'on fait comment?» Et donc on en avait marre de se faire tomber dessus, à juste titre, pas juste titre, je sais pas. Et donc ouais, on a développé cette possibilité parce que ouais. On a mis une temporisation d'une trentaine de minutes entre le moment où la commande, elle est saisie et elle est déversée dans notre outil de production, pour justement éviter, parce qu'il y a voilà, dans la précipitation ou dans l'enthousiasme ou dans la fascination qu'il y a eu, au moment de la réalisation de son couteau, bah, il y a des fois, il y a des gens qui vont faire une petite faute d'orthographe et donc il faut qu'ils puissent la changer, ou même changer un code postal. Et ça aussi, ça nous intéresse qu'ils mettent le bon code postal et qu'on livre au bon endroit pour pas qu'on ait à gérer les galères de livraison derrière. Et justement, je me posais la question parce que, le petit message qu'on peut faire graver, il peut y avoir une faute d'orthographe, mais qui peut être intentionnelle parce que justement c'est personnalisé avec la personne qui fait toujours cette faute-là et cetera. Est-ce que quand vous voyez une faute d'orthographe, vous rappelez pour dire: «Est-ce que c'est bien ça que vous voulez graver?» ou est-ce que c'est comme ça? Ça, c'est un sujet qui revient tout le temps chez nous, tout le temps chez nous. On l'a eu fait, hein. On l'a Au début, on le faisait. Non, on le fait encore, on le fait encore. Rarement. Mais quand c'est écrit, enfin, quand il y a clairement une faute qui est évidente, que c'est une faute d'orthographe, bon, ouais, on va la corriger. En revanche, il y a les private jokes et les private jokes, on les connaît pas et quand tu te récupères 2 000 commandes en une journée, c'est bien sûr le niveau du truc en ce moment, tu as 2 000 commandes dans la journée, tu peux pas avoir une armée mexicaine de gars qui dit: «Alors, Polo, 2 L ou un L?» Non, ça va pas y arriver, hein. Surtout qu'en plus, il y a des gens qui sont très créatifs, hein. Il y a des gens qui vont graver les coordonnées GPS de là où ils se sont embrassés la première fois et bah, moi, je peux pas vérifier que la coordonnée GPS, elle est bonne ou elle est fausse. Donc de toute façon et puis il y a des choses dans des langues étrangères aussi, de manière importante. On grave,
de l'hébreu, on grave de l'arabe, on grave du cyrillique. Donc, et on peut pas, voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas contrôler. Ça tombe bien aussi pour ce podcast puisque c'est l'entrepreneuriat, c'est du sport. Vous avez aussi des collaborations sportives, le Tour de France, les 24 heures du Mans. Est-ce que c'est parce que vous aimez le sport ou c'est l'opportunité business qui a fait? C'est quoi qui a fait et comment vous avez fait pour avoir ces collaborations-là? D'abord, si on fait une collab, c'est qu'on a envie de la faire. Sinon, on la fait pas. Je veux dire, si tu fais du business que pour le business, au bout d'un moment, tu t'emmerdes. Donc c'est pas l'idée. Le Tour de France, c'est un événement magnifique, extraordinaire, un des plus gros événements sportifs au monde. Et quand le Tour de France nous dit: «Est-ce que vous voulez être le couteau officiel du Tour de France?» Moi qui ai grandi avec un père qui était, devant le Tour de France depuis le 2 juillet, jusqu'au 23, qui te citait tous les vainqueurs du Tour de France depuis Fausto Coppi, voire même avant. Oui, là, tu te dis: «Mais tu hésites pas» et en plus, quelle valeur ça véhicule, le Tour de France? Ça véhicule la performance, ça véhicule la légèreté, parce que chaque kilo compte. Quand tu montes le Tourmalet, ton kilo en plus, tu le sens, hein. Et puis tu as aussi les gars qui sont sur le côté, Ouais. qui sont en train d'encourager les coureurs, qui sont en train de couper une tranche de saucisson, de manger un bout de fromage, Ouais. qui sont à l'apéro ou au déjeuner, Ouais. en famille. Et donc tout ça, en fait, ça faisait tellement de sens que c'est, enfin, honnêtement, Ouais, quand toutes les cartes. quand le Tour de France nous sollicite pour, venir, faire cette collaboration, on a des étoiles dans les yeux, ouais, on est hyper content. Même chose avec les 24 heures Le Mans. Mmh. C'est une course, emblématique, enfin voilà, qui dépasse Voilà. très largement le cadre de nos frontières. Et là, on est dans la technologie, on est dans la technique, nous, on a des manches en fibre de carbone, on est clairement l'ADN est très proche, voilà, on est dans la performance, on va aller chercher moi, je vais chercher le gramme, eux vont chercher le demi-kilomètre-heure, qui va leur faire gagner la course. Donc, il y a un partage de ça. Oui, et on est sensible à ces performances sportives et cetera. Luc fait pas mal de vélo. Moi, en termes de sportif, je suis croyant, mais très peu pas pratiquant, je ne pratique pas, mais voilà. Mais j'adore ça, j'adore ça. Donc, je suis fier, moi je suis super fier de participer à ces collaborations. Tu sais, on en refuse pas mal, on va pas donner les noms, mais voilà, quand c'est dans le domaine du sport qui va faire vraiment du sens par rapport à la marque et puis aussi avec nos envies, parce qu'il faut marcher à l'envie. On marche beaucoup avec ça, sinon on s'ennuierait. Et bien sûr qu'on fonce, c'est extraordinaire. C'est vrai que des collaborations, il y en a certaines qui font du sens et quand je vous écoute, il y a des choses qui se ressemblent. Tu parlais au début de la manière dont vous avez conçu ce couteau à la fois léger, à la fois esthétique, et cetera. C'est de la précision qu'on retrouve aussi dans le sport où, bah, vous l'avez dit, hein, vous avez cité en vélo, bah, chaque gramme est important, en alpinisme, c'est pareil. Il y a le ski alpinisme qui débarque aux Jeux de 2030. Ben, voilà, c'est important d'avoir un équipement qui soit à la fois léger et performant et c'est exactement ce que vous faites et on parle aussi de personnalisation et à très haut niveau, ben, le vélo, il est personnalisé, hein. Pogacar, c'est son vélo à lui, avec ses cotes à lui. En athlétisme, c'est pareil au niveau, des perches, au niveau de tout ça. Il y a beaucoup de points communs entre ce que vous faites et ce que vous décrivez chez Dijo et ce qu'on peut retrouver dans le sport de haut niveau. Exactement, et c'est, alors ce qui est extraordinaire avec le sport de haut niveau, ça colle beaucoup avec l'entreprise. C'est le principe de ton podcast. C'est qu'il y a énormément de valeurs en commun. On peut pas y aller tout seul. Pogacar peut être le meilleur du monde, hein, si, Il n'a pas une équipe derrière. s'il y a pas l'équipe derrière, on peut y arriver, hein. Et nous, c'est pareil. Aujourd'hui, tu nous interviews, mais on est 50 personnes. Là, en ce moment, on a une trentaine de personnes en production, qui, tous les jours, sont en train de satisfaire donc toutes les commandes qui nous arrivent pour que tout le monde ait, son couteau Dijo sous le sapin. Et donc voilà, on a des commerciaux, qui sillonnent, les routes de France. On a des agents, je sais pas, on doit avoir aujourd'hui, 80 agents aux États-Unis, qui sont en train de démarcher, plein de points de vente un peu partout. Donc oui, c'est une équipe. Et d'ailleurs, enfin bon, après, quand enfin, en amont de ce podcast, on s'est un peu posé la question de notre rapport au sport et on a recruté, donc notre responsable d'entrepôt, sur notre site de production à Torcy, dans le 77, là, à côté de chez Mickey, à Marne-la-Vallée. C'est un ancien enfin, c'était un entraîneur d'une équipe de volley-ball, voilà, Youssef. Sébastien Garcia, mon directeur commercial, c'est quelqu'un qui avait fait un BTS, de management sportif, qui rêvait de manager une équipe de foot. Bon, bah, dans les faits, ça fait 22 ans maintenant qu'il travaille pour nous et c'est pas une équipe de foot qu'il manage, mais c'est un bon 15 de France avec les réservistes, avec toute une équipe commerciale, avec tout un réseau d'agents, et avec tout ce C'est à l'informatique, on est une équipe de 5 personnes et il y en a un qui est champion du monde de water polo, Kevin Sterling. C'est bon ça quand même. De toute façon, les types à l'IT, ils sont toujours sous l'eau. Donc je lui dis: «Celui-là, on va le recruter, hein, il y a pas de problème et ça va être le meilleur».
Et en parlant de collab, sportives, est-ce qu'il y en a certaines que vous aimeriez avoir, ou peut-être qui sont dans les tuyaux? Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas le droit de dire et c'est encore secret, mais vous, personnellement, par rapport à votre rapport au sport, que vous soyez croyant ou pratiquant comme, vous l'avez dit, il y a des collabs qui vous feraient rêver ou qui vous plairaient parce qu'elles font du sens et parce que c'est des sports que vous aimez? D'abord, il y a toujours des choses, il y a toujours des choses sous le coude et on peut pas en parler. Moi, je suis un grand fan de rugby, donc voilà, mais encore une fois, c'est pas parce que je suis fan de rugby que ça va coller avec un truc comme ça. Je sais pas, tu vas faire le couteau du Stade Toulousain et alors? Et alors? Ils sont dans le sud-ouest, il faut qu'ils prennent, un couteau du sud-ouest, si tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'est pas un couteau régional. Il y a peut-être un ancrage, plus régional, Symbolique. plus symbolique, et cetera. Donc ça fait alors le Stade Toulousain me fait rêver. Maintenant, est-ce que le couteau du Stade devenir le couteau du Stade Toulousain fait rêver? Non, c'est pas En tout cas, on n'a jamais été dans une démarche prospective et c'est toujours, les gens qui sont venus à nous et qui ont vu une opportunité ou un intérêt, qui faisait du sens pour eux, et donc quand ça nous semblait, être pertinent aussi, on a fait banco, on y va, on va aller au bout du truc, quoi. Par exemple, sur une collaboration comme les 24 heures ou le Tour de France, c'est des séries de combien de couteaux, si vous pouvez le dire, que vous faites pour ce genre de collaboration? Ça se chiffre en milliers de pièces. Après, donc bon, après il y a un bénéfice, enfin il y a un intérêt, là on rentre dans une logique plus, commerciale, mais ça nous permet d'exposer notre produit à des gens qui, n'auraient pas forcément eu l'idée de s'intéresser à un couteau de poche. Parce que de toute façon, c'est la démarche de Didio, ça, depuis l'origine, hein. C'est pas de vendre des couteaux à des gens qu'on en déjà, enfin on est très content d'en vendre à ceux qui en utilisent et qui en ont plein, mais on aime aussi sortir de notre zone de confort et s'adresser à des gens qui ont oublié qu'un couteau de poche était un bel objet. Et donc, par définition, quand on est sur le Tour de France ou, sur les 24 heures de Mans, ça donne une exposition aux produits auprès d'une population, d'une cible qu'on n'avait pas forcément identifiée ou qui nous connaissait pas forcément, et donc ça permet d'élargir, notre scope et ça va complètement dans le sens de la démocratisation de ce bel objet et de ce qu'on veut faire. En fait, nous, comme dit Luc souvent, on est en religion, c'est-à-dire on est là, on dit: «Allez», on essaie de se battre contre, pas contre des concurrents du tout. On va dire que même ce sont des confrères. Pourquoi? Parce que le vrai problème que l'on a, c'est la perte d'usage la perte d'habitude d'utiliser cet objet. Donc, à partir du moment où on va déringardiser l'objet, c'était toute notre démarche et qu'on va redonner envie aux gens de posséder cet objet, on a gagné. Voilà. Donc, les collabs sont une possibilité de le faire, ok, et toutes les autres actions que l'on mène vont vers ce but. Bah, je fais une petite parenthèse, parce qu'en marge, donc on a beaucoup parlé de notre, activité e-commerce. Donc on a quand même, pratiquement, 1000 points de vente en France, qui nous vendent un peu partout, hein. On est très présent, sur un réseau national et international, je le disais. On estime aujourd'hui qu'on a entre 12 et 15 000 points de vente un peu partout dans le monde, et on a aussi ouvert en 2018 un flagship store dans le centre de Paris, dans le quartier du Marais, pas très loin du cirque d'hiver. Et je me rappelle d'ailleurs à l'époque, quand il y avait eu des journalistes qui s'étaient intéressés à l'ouverture de cette boutique, il m'avait dit: «Ah, vous avez ouvert un magasin, porte-étendard et tout». Je leur ai dit: «Non monsieur, c'est pas un magasin que j'ai ouvert, c'est un temple, c'est une église, c'est une synagogue. Parce qu'ici, on est entré en religion. Ici, nous, on cherche de nouveaux fidèles. On veut convertir des gens au bonheur de posséder un couteau de poche au quotidien et et si possible, plutôt un couteau d'idiot». Et alors, ce qui est super drôle, c'est que tous les gens rentrent et disent: «Oh mais un couteau, je l'ai pas besoin, ça sert à rien». Ouais, comme dit Luc au départ, une montre, ça sert à rien, ça c'est sûr. Et alors le couteau, au bout d'un moment, ils se disent: «Ah mais», ils reviennent 3 semaines plus tard, mais ils disent: «En fait, bah, je m'en sers». Ah bah oui. Le colis, qu'on a commandé sur internet, on l'ouvre avec ses clés. Ah non, c'est chiant. Ah bah, c'est vachement bien, ouais. Il y a une lettre, bon, en général, c'est une facture à ouvrir, c'est mieux qu'avec le doigt. Ah bah, c'est bien. Ensuite, on est dans le TGV, il y a besoin de couper une pomme. Ah bah, c'est pas mal. On va au restaurant, il nous file un couteau, je voudrais pas je voudrais pas qu'on fasse quoi que ce soit avec, on devrait le jeter. Mais bon, là, au moins, on a le sien, on arrive à couper son steak. Et en fait, un couteau, on va s'en servir 3 fois dans la journée, 3, 4 fois. Ah, c'est peut-être pas énorme, mais c'est autant que la montre, hein. Voilà. Et donc, une fois que les personnes ont repris cette habitude, bah, ils se sentent tout nus sur leur couteau. Et là, on a gagné. On parlait de personnalisation, vous avez même, un kit à graver pour faire, du DIY, hein, do it yourself. On peut même graver soi-même. Là, c'était un super délire à un moment donné, qui est toujours, d'actualité, hein, où, alors ça vient aussi des gens qui nous disent: «Est-ce que vous auriez pas un couteau Johnny Hallyday, un couteau Star Wars, un couteau Harry Potter?» Et ben non monsieur, ça c'est des licences, et on peut pas faire tout et n'importe comment. Mais par contre, rien ne vous empêche de le faire vous-même. Et donc là, on offre un stylo à graver, voilà, ça fonctionne comme un stylo, c'est un peu comme une sorte de fraise. Et donc, sur un couteau plutôt avec une lame noire pour venir enlever le revêtement noir et pouvoir faire ressortir le motif. Et là, on a des gens qui ont fait des créations absolument, fabuleuses.
heu, voilà et qui deviennent des pièces uniques. Alors tout le monde n'est pas artiste, hein, il y en a qui ont du mal à s'approprier, l'objet à proprement parler, mais tout le monde sait au moins écrire son prénom et c'est pas rare que des fois on ait vu, des Didio où il y avait, 10 prénoms et c'était marqué, «Bon anniversaire, Christophe», et pour ses 40 ans, tout le monde avait marqué comme on aurait pu faire sur un plâtre, quand on se faisait mal quand on était petit, heu et donc voilà, donc ça peut aller de choses comme ça très simples à des motifs beaucoup plus, soignés, travaillés et donc là, c'est à l'apprécia enfin voilà, c'est chacun s'amuse avec et s'approprie complètement l'objet et en fait ce qu'il veut. Et ça veut dire que si demain je veux avoir mon Dijo, bobsleigh, je peux prendre cette option-là? Tu peux prendre cette option-là. Alors soit tu vas convaincre, enfin tu nous en fais faire une vingtaine, tu nous fais un super dessin vectorisé et on sera hyper flattés de le faire pour toi, en mettant peut-être les prénoms de toute l'équipe ou de tous les gens qui étaient derrière parce que Gérard ta roquette, parce que je pense que quand tu descendais, sur ton bobsleigh, il y avait toute une équipe derrière aussi donc voilà, on peut remercier tout le monde. Soit effectivement, tu vas pouvoir utiliser tes talents de dessinateur et te faire une pièce unique rien que pour toi ou pour offrir, autour de toi. Et donc pour finir, c'est quoi les projets de ce que vous pouvez dire dans les semaines, dans les mois qui viennent? Il y a les couteaux, le 37, le 27 grammes et cetera, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez, nous dire? Là, ouais, alors ça va être, public et même grand public à partir du début janvier. Donc sur la marque Didio, on va sortir toute une gamme de collections de couteaux de cuisine. Voilà, on a travaillé pendant longtemps, le couteau de poche. Ça reste quelque chose de très fort pour nous parce que c'est vraiment un objet du quotidien. On a travaillé, le couteau de table, il y a, 5-6 ans maintenant, parce qu'on trouvait que c'était aussi intéressant d'accompagner, les cafés, les hôtels, les restaurants, et puis, les gens chez eux avec, de très jolis couteaux de table et donc, à partir de janvier, on sort toute une collection, de couteaux de cuisine et puis dans les projets de la société aussi, parce que donc on a parlé de 2 marques très importantes chez nous, qui sont, Baladéo, la marque «historique» entre guillemets et Didio, cette marque dont on a longuement, parlé, avec toi aujourd'hui, ce matin. Mais on a lancé aussi en 2020 une troisième marque qui s'appelle Akinode, qui est donc c'est un «dérivé» entre guillemets de notre savoir-faire dans le domaine de la coutellerie, avec cette fois une proposition de couverts nomades et durables, avec la volonté d'accompagner la disparition de la vaisselle jetable et notamment des couverts jetables avec, des couverts durables. Donc, un système de couverts aimantés, qui fait qu'on va pouvoir, se passer maintenant de couverts en plastique ou en bambou, qui sont à usage unique. Et un petit peu comme on a aujourd'hui, on essaye enfin, on veut croire que, il faut renoncer à une bouteille en plastique pour avoir une gourde et qu'il faut abandonner, les sacs, jetables, pour avoir un panier ou un cabas. Eh bien, Akinode essaye de proposer, donc, cette alternative avec des couverts, durables et donc ça, c'est une marque qu'on a lancée il y a 5 ans et qui se développe énormément aujourd'hui, dans les mêmes réseaux de distribution, que où on était historiquement, avec aussi des collaborations, sur le Tour de France, les 24 heures Le Mans, parce que tout ça, ça faisait du sens, et c'était, voilà donc, et ça aussi, c'est des projets, enfin, c'est une société, enfin, c'est une marque, sur laquelle on a beaucoup, beaucoup de projets, sur l'année, 2026 et les années suivantes. Tout ça, ça vous promet de belles journées avec, de belles, personnalisations de tous ces produits. En tout cas, bah, je mettrai comme d'habitude tous les liens, comme ça les personnes qui veulent soit, s'offrir à elles-mêmes un couteau ou offrir un couteau à quelqu'un d'autre ou d'autres choses, ben, pourront aller voir. En tout cas, ben, Stéphane et Luc, je vous remercie beaucoup pour, cette explication et avoir raconté votre aventure qui est passionnante. En tout cas, moi je la trouve et pour avoir, testé votre produit. Ils sont très beaux. Enfin, moi, j'aime, hein. Après, c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs, mais c'est rapide, c'est bien fait et la qualité est au rendez-vous. Merci pour ce témoignage de sympathie et surtout ce qui nous fera le plus plaisir, c'est de savoir que ton fils va vraiment s'en servir. Parce que ce qui nous, voilà, il y a des gens qui des fois nous achètent pour nous collectionner et donc nous, il y a rien qui nous fait plus plaisir que de voir quelqu'un au restaurant qui sort son couteau Didio, et qui s'en sert. Merci Eric. Je lui demanderai de faire une photo quand il sera, en mai-juin dans les Pyrénées et puis je vous l'enverrai comme ça, vous verrez qu'il s'en sert, quand il sera en train de faire sa randonnée. Il y a rien qui nous fera plus plaisir. Eh ben, merci à vous 2. Bien entendu, je vous donne tous les liens et à toutes les auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast «L'entrepreneuriat, c'est du sport». Merci d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous repartez avec des conseils concrets et des idées pour booster votre aventure entrepreneuriale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le partager et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain rendez-vous. Restez connectés, continuez à entreprendre avec passion, à faire du sport et à très bientôt pour un nouvel épisode.